Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, une grande coalition de l'opposition est née au Sénégal. Un groupe autour du parti d'Ousmane Sonko et de l'ancien maire Khalifa Sall, mais sans le parti démocratique sénégalais de l'ancien président Abdoulaye Wade. Quel poids politique aura cette nouvelle formation politique à quelques mois des prochaines élections locales? Nous irons sur place dans ce journal. Au lendemain de l'enlèvement des 73 élèves au Nigeria, ce nouveau kidnapping remet en question la sécurisation des écoles dans le nord du pays. Pointé du doigt, le gouverneur de l'État, d'où sont originaires ces enfants, ces méthodes suscitent de nombreuses interrogations. La colère des activistes ne retombe pas en Côte d'Ivoire depuis le scandale de l'émission de télé qui faisait l'apologie du viol en direct. 2 jours que les féministes ivoiriennes se mobilisent. Nos correspondants sont allés à leur rencontre. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par la situation politique au Sénégal. À 5 mois des prochaines élections locales, une nouvelle coalition a été lancée, baptisée Yewwi Askan Wi, libérer le peuple en wolof, autour du PASTEF d'Ousmane Sonko, de Taxawu Sénégal de l'ancien maire Khalifa Sall, mais sans le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade. Quel avenir cette nouvelle coalition sera-t-elle de taille pour affronter le pouvoir en place? Les explications d'Elimanda Wadaka. Il est difficile de faire aujourd'hui certaines projections car il y a encore plusieurs zones d'ombre. Le PDS n'a pas encore signifié qu'il ne sera pas dans cette nouvelle coalition et la coalition, selon ses responsables, reste toujours ouverte aux partis de l'opposition. Dans un communiqué publié ce mercredi, le Parti démocratique sénégalais a signifié que plusieurs points de désaccord subsistent entre lui et les autres partis de la coalition et dénonce des subterfuges qui pourraient plomber l'initiative. Les discussions pourraient se poursuivre les prochains jours, mais même si le PDS a été fracturé depuis sa chute du pouvoir en 2012, même si le parti a connu un problème de leadership, Karim Wade, pressenti à sa tête, n'a jamais pu se montrer crédible aux yeux des militants. Exilé au Qatar après un séjour en prison, le parti reste toujours solidement ancré et a son mot à dire dans le jeu politique sénégalais. Son absence dans cette coalition de l'opposition est de taille et pourrait peut-être faire l'affaire du pouvoir si l'opposition part au local en rang dispersé. Mais il faudrait tout de même signaler qu'à part le PDS, presque toutes les autres grandes personnalités de l'opposition font partie de la coalition. En plus d'Ousmane Sonko et de Khalifa Sall, il y a des partis comme le PUR, arrivé 4e lors de la dernière présidentielle. Il y a aussi des personnalités comme Malick Gakou du grand parti, Bougane Gueye du mouvement Gëm Sa Bopp, les députés Cheikh Bamba Dièye ou encore Déthié Fall, des personnalités assez populaires qui pourraient perturber la coalition du pouvoir lors des élections locales. Et nous en parlions en début de semaine de l'accident dans une mine de diamants en Angola. Et comme le craignaient les spécialistes, la pollution consécutive à cet accident a déjà fait 12 morts et 4400 malades en RDC. Les cours d'eau avaient pris depuis plusieurs semaines déjà une couleur rougeâtre inquiétante et de nombreux animaux aquatiques ont été retrouvés morts. 73 élèves kidnappés en plein jour par des hommes armés, un scénario tristement connu dans le nord du Nigeria. Cette fois, les enfants viennent de l'État de Zamfara, dont le gouverneur s'est démarqué pour sa gestion de la crise. Il a par exemple incité les administrés à se défendre seuls, sans faire appel à la police. La correspondance de Moïse Gomis à Abuja. Malgré sa décision d'imposer un couvre-feu, puis la fermeture de tous les établissements primaires et secondaires, Alhaji Bello Matawale, le gouverneur de l'État de Zamfara, est sous le feu nourri des critiques. L'enlèvement des 73 élèves qui a eu lieu hier dans la localité de Kaya, et c'est Kaya, la ville d'origine de ce gouverneur, où cela s'est passé. Le lycée des élèves kidnappés est situé tout près d'une zone censée être sécurisée. L'émotion y est d'autant plus vive à Kaya et dans ses environs qu'un membre de l'équipe du gouverneur de l'État a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux et on y aperçoit les ravisseurs, des hommes armés en toute liberté et narguant complètement les autorités. Il y a quelques semaines, le gouverneur de l'État, Bello Matawale, a appelé ses habitants à se défendre eux-mêmes contre les bandits sans attendre la police.
Un positionnement qui interpelle de nombreux experts en sécurité ici au Nigeria, d'autant que ces experts s'interrogent sur le manque de résultats dans les enquêtes sur les kidnappings de masse. Ils pointent aussi l'absence d'inculpation, l'absence de procès et surtout la rapidité avec laquelle certaines autorités locales négocient avec ces ravisseurs et payent des rançons en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Cette situation inquiète l'opinion publique ici, car depuis la fin 2020, ce sont près de 1000 élèves qui ont été enlevés dans leur établissement dans le nord-ouest du Nigeria. Et alors que ce mois de septembre ouvre la période de rentrée scolaire un peu partout dans le monde, au nord du Nigeria, des dizaines de milliers de parents retirent leurs enfants des écoles ou refusent de les scolariser, ne voulant pas prendre le risque de voir leur fille ou leur fils kidnappés. Les militantes poursuivent leur mobilisation en Côte d'Ivoire depuis cette émission de télé de mardi soir où un violeur a été invité à mimer ses crimes en direct. Même si l'animateur a été depuis suspendu et condamné à 12 mois de prison, elle ne décolère pas et alerte sur la culture du viol dans leur pays. Reportage de Hanan Ferjani, Damien Kofi et Samuel Bernard. 8 h du matin, devant le siège de la nouvelle chaîne ivoirienne, une quinzaine d'activistes en colère brandissent leurs pancartes et scandent un seul et même message à l'endroit de la direction. Cela fait près de 2 jours que ces militantes et la Côte d'Ivoire sont en état de choc suite à la diffusion d'une simulation de viol en direct et à une heure de grande écoute. Si l'animateur et metteur en scène de la reconstitution est très vite suspendu par la chaîne généraliste avant d'être condamné à 12 mois de prison avec sursis par le parquet d'Abidjan pour apologie du viol, les organisations contre les violences sexuelles en attendent bien plus de la NCI, une chaîne qui appartient au fils de la première dame. Ça a pris toute une équipe de rédaction pour écrire ce déroulé. Donc les personnes qui sont derrière, nous voulons justice. Nous voulons qu'elles soient licenciées. J'ai été victime de viol à 5 ans. Voir que ce que j'ai vécu, ce que plusieurs femmes en Côte d'Ivoire ont vécu, est sujet à divertissement, m'a écœurée, m'a mise en colère. Les séquences qui suscitent l'émoi, les voici. Le présentateur, Yves Dembella, demande à son invité, présenté comme un ancien violeur, d'expliquer comment il abusait de ses victimes, mannequins à l'appui, sous les rires des personnes présentes sur le plateau et les applaudissements du public. Quelques heures plus tard, les extraits embrasent la toile. Le débat autour de la culture du viol dans les médias et dans la société ivoirienne est au centre de toutes les discussions. Pour la Ligue de défense des droits des femmes, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Depuis des années, elle fait pression sur les autorités pour un meilleur accompagnement des victimes. Vous avez une victime qui croit en vous, mais vous lui dites quoi? Le certificat médical est payant, la justice est lente, on ne peut pas t'aider, on ne peut pas te faire sortir. Ce que le certificat médical fait, c'est de garder la preuve que vous avez subi cela. Je subis une agression sexuelle, je veux porter plainte et je dis c'est combien? On me dit c'est 50 000 francs. Il faut que le certificat médical il soit gratuit, pour aussi pousser la victime à le faire le plus tôt possible. Le ministère de la Justice a recensé 481 cas de condamnation pour viol de 2018 à 2019, mais la plupart des agressions sexuelles ne font pas l'objet de plaintes. Allez, on passe au reste de l'actualité en bref et en images. L'homme qui a tué 4 personnes en Tanzanie le 25 août dernier avant d'être abattu était un terroriste islamiste. C'est la police tanzanienne qui l'a annoncé et l'assaillant, identifié sous le nom d'Hamza Mohamed, s'était radicalisé sur les réseaux sociaux où il aurait passé une grande partie de son temps à apprendre en visionnant les différentes attaques terroristes. Une grande déception dans la lutte contre le sida, les laboratoires Johnson & Johnson ont décidé de renoncer à leur programme d'essai de vaccins sur le continent. Le programme baptisé Imbokodo, démarré en 2017 et concerné 5 pays d'Afrique australe. Mais faute de résultats concluants, le groupe pharmaceutique américain met fin aux essais. Pour rappel, 25 millions d'Africains vivent aujourd'hui avec le sida. Jay Polly est mort en prison. Le rappeur rwandais a été incarcéré depuis avril dernier après avoir été arrêté durant une fête interdite où se trouvaient des stupéfiants. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues, mais un autre musicien, Kizito Mihigo, était aussi mort en détention en février 2020. Direction la République démocratique du Congo et plus précisément dans l'Est. 3 mois après l'éruption du volcan Nyiragongo, des milliers de sinistrés vivent encore autour de Goma dans des abris de fortune. Écoutez leur appel à l'aide. Nicolas Germain. Les amas de roches volcaniques sont toujours là.
L'éruption avait fait 32 morts et poussé des dizaines de milliers de personnes à fuir. Aujourd'hui, ils sont encore des milliers à vivre dans des abris de fortune. Après le retour de tous les sinistrés, je me suis construit cette tente dans laquelle je vis. On manque de nourriture, on souffre dans ce camp de déplacés. On risque de mourir de faim. Il faut que le gouvernement nous aide en nous donnant de la nourriture. Si je trouve un petit boulot chez des gens de bonne volonté, je peux gagner $1 par jour. Il faut que le gouvernement nous donne de quoi manger et trouve une solution pour nous sortir de cette misère. Le gouvernement a mis en place plus de 1000 tentes plus spacieuses qui doivent accueillir des sinistrés dans quelques jours. Le site a récemment été touché par des pluies diluviennes. Ce vent a fait écrouler beaucoup d'arbres, que vous voyez des arbres qui sont tombés et qui ont également fait tomber assez d'abris. Au total, nous avons 67 abris qui sont détruits sur le 1100 hectares qui se trouvent sur le site. Certains sinistrés affirment que des officiels ont détourné une partie de l'aide humanitaire. Pour l'ONG Médecins sans frontières, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès à l'eau potable dans les camps de déplacés. Et on termine par du football et les qualifications pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Voici les résultats du jour. Kenya-Ouganda, match nul. RDC aussi face à la Tanzanie, 1-1. Et la Namibie aussi 1-0. Alors beaucoup de matchs nuls pour cette deuxième journée. Et les écureuils, sauf les écureuils du Bénin, 1-0 face aux Malgaches. Et les étalons du Burkina Faso qui sont imposés 2-0 face au Niger. Et ce vendredi, on attend l'entrée de 3 grandes nations. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, la Tunisie et les lions indomptables du Cameroun. Voilà. Allez, c'est ainsi qu'on referme cette édition du Journal Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier ceux de Fès au Cap en passant par Brazzaville. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.